Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour parler du tarot. Donc comme toujours, je vous le rappelle, mes vidéos ont pour but de vous aiguiller, de vous aider sur le chemin de l'apprentissage, mais elles ne sont en rien suffisantes pour être pleinement à l'aise avec les différentes choses que je vous présente. Donc ce n'est qu'une entrée en matière, mais je vous propose tout de même aujourd'hui un petit retour historique sur le tarot, mais aussi sur ce que c'est, comment l'utiliser, le purifier, le choisir, se l'approprier. Bref, quelques conseils et astuces qui peuvent vous être utiles, que vous débutiez ou non. Je rappelle aussi par la même occasion, comme je l'avais fait sur la vidéo des oracles, le tarot est une discipline à part entière. Ce n'est pas parce que vous pratiquez la sorcellerie que vous pratiquez forcément le tarot, et ce n'est pas parce que vous pratiquez le tarot que vous pratiquez forcément la sorcellerie. C'est vraiment une discipline à part entière qui, on le verra, peut être adaptée à votre pratique, peut-être utilisée dans votre pratique. On verra ça plus loin lorsque vous pratiquez la sorcellerie. En revanche, ce n'est en rien une obligation et ça n'a rien à voir, je dirais. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le tarot ? Eh bien, le tarot, c'est un jeu de cartes qui est composé de 78 lames, donc 22 arcanes majeures et 56 arcanes dites mineures. C'est un outil avec lequel il est possible de faire de la voyance avec les cartes, mais c'est à mon sens quelque chose de très réducteur et au final quelque chose de très fantasmé aujourd'hui. Et l'outil tarot, on le verra plus tard, il est bien plus que cela. De plus, il est très rare de se retrouver face à de réelles voyantes. Il y a beaucoup de charlatans dans le milieu, que ce soit de la voyance, de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous noterez que lorsque vous vous retrouvez face à une voyante, une médium ou autre personne comme ceci, l'outil utilisé n'est pas forcément le tarot. D'ailleurs, il n'y a pas forcément d'outil du tout d'utiliser. De plus, je préfère voir cet outil comme un outil de guidance, ce qui s'avère au final bien plus pertinent lorsqu'on utilise cet outil, de le voir comme tel et de l'utiliser comme tel, plutôt que d'imposer au consultant ou à soi-même une espèce d'avenir immuable qui au final va enfermer le consultant. Et alors que si on conçoit l'outil comme une guidance, qu'il est à mon sens, nos choix vont rester modifiables. En fait, il est plus pertinent de chercher réponses, conseils et guidance dans le présent à travers l'outil tarot, afin de s'assurer éventuellement un avenir des plus sereins, plutôt que de s'enfermer soi-même dans ce que l'on croit être une vérité absolue. Et qui va finalement influencer nos choix, d'avoir ce point-là de non-retour. Donc ça, je tenais à le mettre en avant. À savoir que la conception du tarot repose sur un système complexe, richement élaboré, qui permet d'aller au-delà de sa propre pensée, à la rencontre parfois même du spirituel. L'idée étant de parvenir à éclaircir notre chemin grâce à cet outil. Il ne nous impose rien, il nous montre et il nous dit ce que nous cachons à nous-mêmes. Et si ensuite, à travers les conseils qu'il nous a prodigués, si ensuite nous réalisons un travail nécessaire, il va nous permettre d'évoluer. Donc ce n'est pas un outil qui a pour but de vous lire l'avenir, de vous imposer un fait. D'ailleurs, peu d'entre nous en sont capables de lire l'avenir. Mais c'est bien de vous offrir des pistes de compréhension, des conseils lorsque vous vous trouvez face à des croisements de votre vie, à des choix que vous devez faire. Et en fait, c'est un outil qui vous responsabilise face à ça, face à vos choix de chemin, en fait. Donc le libre arbitre et la réflexion sont clairement en jeu dans le tarot. Ainsi, on va avoir les 22 majeurs
donc les 22 arcanes majeures, qui vont vous emmener dans un voyage spirituel que les mineurs ancreront dans le concret. Il faut vraiment voir les cartes comme ça. Et il faut aussi voir le tarot comme un chemin initiatique. Et je rappelle au passage qu'arcane signifie caché, les mineurs référant à ce qu'il y a de moins caché et les majeurs à ce qu'il y a de plus caché. Et tout cela, eh ben, c'est en nous, et on va être guidé par la voix du tarot qui va nous proposer en numérotant les arcanes majeures associées aux mineurs à chiffres, qui sont les expériences qu'on fait du monde, et les figures de cours qui vont être les attitudes qu'on doit prendre ou qu'on va prendre pour vivre dans ce monde. Donc il ne faut donc aucun don pour lire le tarot, mais il faut comprendre l'outil, sa structure, son histoire et ses milliers de symboles, parfois eux-mêmes dissimulés, pour l'appréhender correctement, intelligemment et qu'il soit efficace pour vous ou le consultant. Aussi, passons à quelque chose de plus historique. Le tarot ne résulte en aucun cas d'une création mystérieuse divine, comme certains peuvent le fantasmer, mais il peut être utilisé comme un outil de communication avec des divinités. Moi, c'est l'une des principales applications que je lui donne. Il me permet de recevoir les messages de mes guides, toute entité confondue, et chacun de mes tarots sont consacrés à des énergies, à des entités bien particulières. Mais du coup, d'où nous vient le tarot, s'il ne vient pas d'une origine mystique comme certains le supposent? Eh bien, bien que je vais vous présenter ici un bref historique, il est pour moi crucial dans l'apprentissage de passer par ces recherches si on veut pleinement comprendre cet outil. On ne peut pas se passer de savoir comment le tarot a été construit, à mon sens, pour l'utiliser, parce qu'on a vraiment une perte de compréhension de l'outil si on passe pas par cette réflexion et ces recherches-là. Donc je vous encourage à pousser les recherches. Je vais vous donner quelques pistes ici et on va dire une histoire condensée du tarot. Mais voilà, je vous encourage à pousser ces recherches-là. Déjà, il faut savoir qu'il n'existe pas un seul type de jeu. Là, je parle pour les débutants qui vraiment ne connaissent rien. Il n'y a pas qu'un seul type de jeu et on verra qu'au fil de l'histoire, il n'y a pas eu qu'un seul système de jeu non plus. Et on va aussi voir qu'il y a eu de multiples transformations qui ont eu lieu pour arriver au Rider-Waite et au Marseille qu'on connaît aujourd'hui, et je pense que je ne parlerai principalement que de ces deux-là, puisque c'est les deux plus connus et c'est les deux systèmes sur lesquels sont basés 99% des jeux qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. D'ailleurs, les cartes mineures du Marseille sont héritées du monde arabe et arrivent en Europe au XIVe siècle. Ce sont alors simplement des cartes à jouer, et cela va rester ainsi pendant un moment. Encore aujourd'hui, on a des jeux de cartes à jouer avec des suites bâton, coupe, épée et denier qui sont hérités du monde arabe et qui connaîtront au XVIIIe siècle en France la variante pique, carreau, trèfle et cœur, qui sera utilisée pour des cartes à jouer, mais aussi pour des cartes dites divinatoires. Puisque certains lisent les cartes également dans les suites pique, carreau, trèfle et cœur. Donc les mineurs de la suite d'épée du Marseille traditionnel portent encore l'influence de ce monde arabe. Vous pourrez le voir si vous avez des tarots type Marseille. Alors il me semble que dans l'un de mes jeux j'ai encore cette influence là, puisqu'on a des épées courbes. J'essaierai de vous montrer ça à l'écran, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà, il faudra que je retrouve le jeu en question. Nous avons donc nos mineurs avec le monde arabe, et c'est qu'à la Renaissance italienne, c'est que la Renaissance italienne qui va nous fournir les majeurs, qui sont
à cette époque-là appelés les triomphes et qui sont à l'origine des représentations des vertus, enfin qui sont à l'origine des représentations des vertus humanistes de l'époque. C'est donc un support d'éducation à ce moment-là. Les cartes à la Renaissance italienne ne sont que des dites majeures qui s'appellent à ce moment-là des triomphes ou des vertus, et elles ne sont là que pour éduquer. On va pouvoir ensuite y ajouter différentes catégories socio-professionnelles, on va y ajouter les arts, on va y ajouter les signes du zodiaque. Et comme tarot hérité de cette époque, on a celui de Mantegna qui était un jeu à 50 cartes. Donc les triomphes sont alors les cartes de l'aristocratie qui éduquent, tandis que le peuple joue avec les mineurs d'aujourd'hui. C'est alors que naît ce qui va le plus se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire, c'est-à-dire le tarot Visconti Sforza, créé par le duc de Milan. Parce qu'on va décider de rallier en fait ces mineurs et ces triomphes. Donc certaines majeures qu'on connaît aujourd'hui vont se mettre en place, mais sous une forme différente que celle qu'on côtoie. On conserve quelques vertus, donc héritées des triomphes, et les mineurs sont déjà celles du Marseille d'aujourd'hui, qui vont rester inchangées. Mais à ce moment-là, c'est encore des cartes à jouer. On n'est absolument pas dans l'utilisation du tarot qu'on a aujourd'hui. Et on est à cette époque entre 1440 et 1450, et le jeu va arriver en France que vers 1500. On va avoir alors différents jeux, différentes variations des majeurs avec le tarot de Paris, le tarot lyonnais, le tarot de Dijon, le tarot de Besançon, etc. etc. Mais le tarot en tant que carte à jouer va perdre de son intérêt. Et il connaîtra un réel retour qu'au XVIIIe siècle avec la montée de l'occultisme en France. On doit d'ailleurs l'un des plus grands fantasmes autour du tarot à un certain de Guébelin, qui avait postulé que nous tenions ce mystérieux outil de l'Égypte antique, car en fait il voyait en cet outil, tout comme dans beaucoup d'autres choses comme les blasons, les monnaies, les jeux et tout ce qui était analysable sous l'angle de l'Égypte, eh bien il voyait des symboles liés à la mythologie égyptienne. Et du coup, pour lui, la carte de l'étoile, c'était Isis, la carte du chariot, c'était Osiris, et j'en passe, mais il reste important dans le sens que, bien que biaisé, les analyses qu'il fait sont quand même intéressantes. Si on part pas dans le délire que c'est mystérieux l'Égypte antique qui a créé le tarot. Mais en tout cas, il relance l'engouement d'une certaine manière, et il nous permet aujourd'hui d'avoir les cartes qu'on connaît. Donc jusqu'en 1930, il n'y a plus que le tarot de Besançon sur le marché. Ce qui est regretté par de nombreuses personnes, de nombreux occultistes qui préfèrent le Marseille, notamment le grand Papus. Et l'éditeur Grimaud va sauter sur cette occasion de demande en fait, du tarot de Marseille. Donc l'éditeur, il est déjà assez modernisé par rapport à d'autres. Il produit plus. Il met en place des sortes de campagnes publicitaires, voilà. Et du coup, c'est l'essor en fait du tarot de Marseille. Et c'est de là que naît l'idée d'une lecture purement divinatoire avec l'essor de l'occultisme, ce à quoi le tarot psychologique de Jodorowsky va remédier. De toute façon, on est dans une période avec la montée de l'occultisme où il y a beaucoup de fantasmes sur énormément de choses, le spiritisme, des choses comme ça, le tarot, voilà. On fantasme beaucoup tout ça, et effectivement, le tarot n'y échappe pas. Mais voilà, c'est comme ça qu'il s'est construit sur une base divinatoire. Et on a vraiment Jodorowsky qui va révolutionner
ça avec son tarot psychologique. Mais d'autres éléments vont révolutionner ça aussi, qu'on va voir tout de suite, puisque on va très vite avoir sur le tarot l'influence de la haute magie et de la cabale avec Eliphas Lévy, qui va modifier certaines majeures, nous amenant finalement aux majeures qu'on a du côté du Rider-Waite aujourd'hui. Et il va également postuler que toute branche ésotérique cherche la même chose, c'est-à-dire l'accomplissement spirituel et le sens de la vie. Ce qui est intéressant finalement vis-à-vis de l'utilisation du tarot qu'on va avoir. Je suis désolée si vous entendez mon chat à côté. Donc oui voilà, il va postuler ça, et ça va être assez intéressant dans l'utilisation et la perception du tarot. Et donc le travail d'Eliphas Lévy va être récupéré par Waite, et il va proposer ce travail-là à la Golden Dawn. Donc la Golden Dawn, c'est un ordre initiatique anglais extrêmement influent dans le monde de l'occultisme, qui a compté parmi ses membres Waite, Crowley, Conan Doyle, Bram Stoker, pour ne citer que. Donc le travail qui s'ensuit est monstrueux, car l'idée de Waite est de tout faire correspondre. On ajoute les 10 séphirotes de l'arbre de vie de la Kabbale, on ajoute l'astrologie, on ajoute l'alchimie, la numérologie, etc. Et c'est toute cette réflexion initiatique auprès des majeurs qui leur fera inverser le 8 de la justice du Marseille devenant la force, et le 11 qui était la force devient la justice. C'est Pamela Coleman Smith, également membre, qui va illustrer ce travail, et donc les premières mineures illustrées, puisque jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Ce qui donne le Rider-Waite Smith, Rider étant l'éditeur, Waite le créateur et Smith l'illustratrice. Et nous voilà donc aujourd'hui à ce moment-là de l'histoire du tarot où le Rider-Waite est pleinement accepté et ancré, même en France, qui préférait jusque-là le Marseille. Et voilà, et on a des milliers de jeux qui fleurissent sur ces deux bases-là principales, le Marseille et le Waite. Je me permets juste d'ajouter une dernière petite chose avant de passer au comment choisir son tarot, purifier, etc. C'est que tout à l'heure je vous disais que effectivement ce n'est pas parce que vous êtes sorcière que vous êtes obligé de pratiquer le tarot, ce n'est pas parce que vous pratiquez le tarot que vous êtes nécessairement une sorcière, puisque comme vous pouvez le comprendre, ces deux choses n'ont rien à voir en soi. Par contre, je tiens quand même à noter que certains ordres initiatiques, je suis désolée s'il y a vraiment des sons qui vont être gênants, mon chat a décidé de faire n'importe quoi. Voilà, il faut noter aussi que certains ordres initiatiques vont avoir comme un rite de passage, entre guillemets, une approche du tarot, voire la conception entière du tarot, d'un tarot. Et il me semble que c'était le cas pour la Golden Dawn. Donc voilà, je tenais à juste préciser ça en plus. Et on va maintenant passer à la suite. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était le tarot globalement, son histoire assez rapidement, je vais vous donner quelques conseils pour débuter avec le tarot, ou pas d'ailleurs. Et on va commencer par la première étape, choisir son tarot. Bien qu'en soi, comme vous avez pu le comprendre, la première étape va davantage être de se renseigner, d'appréhender l'outil, de comprendre ce qu'il est, d'être sûr qu'on veuille se lancer là-dedans, puisque c'est pas un travail léger du tout, hein, le tarot ne s'apprend pas comme ça en un claquement de doigts, c'est long, il faut être motivé. Donc voilà, mais il me semble qu'il va falloir passer par les étapes
de connaissance un petit peu de l'histoire du tarot, comment il s'est mis en place, et voilà, vous allez aussi apprendre un petit peu les symboles des cartes, etc. Mais ça va se faire en même temps que l'acquisition de votre jeu. Et du coup, comment choisir son tarot? Alors, si vous débutez, ça va être un petit peu différent dans le sens où moi je vous conseille grandement, lorsque vous débutez, de débuter soit par un Rider-Waite-Smith original, soit par un tarot de Marseille original. Parce que, voire même, pourquoi pas les deux, ça peut vous apporter aussi. En préférant potentiellement le Rider-Waite-Smith original. Pas que je dénigre le tarot de Marseille, bien que moi j'ai très peu de liens avec ce système. Je préfère largement le Rider-Waite. Mais je vous dis de passer par le Rider-Waite complètement indépendamment de ce que je pense, seulement parce que les mineurs sont illustrés. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous, si vous ne connaissez pas encore le tarot, de passer par des mineurs illustrés. Donc voilà, je vous conseille, quand vous débutez, de vous procurer un Rider-Waite-Smith original avec les mineurs illustrés, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous. Une fois que vous avez acquis ce jeu, vous allez pouvoir travailler avec lui dans la compréhension des cartes. C'est-à-dire que là, pour ce premier travail, il ne va pas y avoir besoin, si vous voulez, d'avoir une grande connexion avec son jeu, etc. C'est pas grave si vous ne connectez pas avec le jeu, puisqu'il va être plus une base d'apprentissage pour vous qu'un réel outil. Mais il me semble important de passer par cette étape. On verra ensuite comment se procurer des jeux avec lesquels on connecte. Donc voilà, vous allez vous procurer ce jeu-là avec lequel vous allez apprendre les cartes. Alors quand je parle d'apprendre, je vous dis pas qu'il va falloir connaître par cœur les cartes, mais en tout cas les comprendre leur système, etc. Pour partir sur des bases claires du tarot, ne pas partir dans tous les sens, ne pas se perdre, et voilà, vraiment appréhender l'outil. Donc pour cela, vous allez pouvoir vous procurer certains ouvrages qui sont très intéressants, que je vous présenterai en fin de vidéo pour pouvoir apprendre un petit peu plus facilement le tarot. Alors ce que je peux vous conseiller aussi, qui peut être intéressant pour vous, c'est donc de vous procurer un Rider-Waite-Smith original, ou un Marseille si vraiment vous êtes plus à l'aise avec le Marseille, hein, ça va dépendre de vous, et de vous procurer en à côté soit un tarot avec lequel vous connectez vraiment, on verra ensuite comment, soit un oracle. Et là en fait vous allez pouvoir travailler simultanément mais en même temps séparément votre apprentissage du tarot et votre apprentissage en guillemets de l'intuition, de la lecture des cartes. Et là ça peut être intéressant pour vous de combiner ces deux choses en les séparant dans un premier temps pour pas vous mélanger en fait. Parce que voilà, c'est un travail quand même assez ardu. Donc si on commence à apprendre les cartes et puis passer sur de l'intuition par-dessus, etc., enfin, vous allez vite vous mélanger. Après il peut être aussi intéressant d'utiliser un pendule, mais là je pense que ça complique un peu la tâche quand on débute. Mais pour ceux qui ne débutent pas, pourquoi pas intégrer l'utilisation du pendule dans votre utilisation du tarot. Ensuite, quand vous choisissez un tarot, en admettant que vous ayez passé cette étape de début, moi je conseille d'aller en magasin et d'aller dans des magasins qui permettent de voir le jeu. Pour vraiment se rendre compte qu'on n'est pas attiré par le jeu uniquement esthétiquement, mais qu'il y a une connexion qui se fait. D'ailleurs, je ne vous encourage pas à vous procurer des jeux, surtout si vous avez des petites bourses, que vous n'avez pas les moyens d'accumuler des milliards de jeux, ce qui est en plus relativement ridicule.
Voilà, n'oublions pas que c'est un outil spirituel, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il y a une forme d'irrespect de considérer ça comme un simple objet de décoration. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je ne vous conseille pas de choisir un tarot uniquement parce que vous l'avez trouvé esthétique ou joli. Parce que vous n'aurez pas forcément la connexion derrière, et ça vraiment c'est des erreurs de débutants, et si en plus vous n'avez pas énormément de moyens, et ben c'est vraiment dommage de mettre de l'argent dans un jeu juste parce que vous le trouvez beau et avec lequel vous n'allez pas forcément connecter derrière. L'idée c'est de fonctionner par coup de cœur entre guillemets, mais par coup de cœur je dirais énergétique. C'est de sentir un lien avec le jeu sans même le posséder encore. Pour différentes raisons sociologiques, etc., qu'on va pas expliciter ici. Mais voilà, réfléchir à ça et ne pas se précipiter non plus dans l'achat d'un jeu. Vous pouvez y réfléchir pour être sûr de ne pas balancer vos sous. Voilà. Pour rien. Ensuite, quand vous choisissez un jeu, réfléchissez bien aussi à la base que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez une base Rider-Waite ou une base Marseille? Je rappelle que le Marseille n'a pas les mineurs d'illustrés. Donc quand vous connaissez le tarot, il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, quand vous ne le connaissez pas, l'erreur de débutant, c'est de se procurer un Marseille, de mettre toutes les mineurs de côté et de ne tirer qu'avec les majeurs. Or, comme on l'a vu plus tôt, c'est assez bête de tirer qu'avec les majeurs, dans le sens où majeurs et mineurs sont tout aussi importantes, et elles ne parlent pas de la même chose. Les majeurs, effectivement, quand elles vont tomber dans un tirage de jeu, il va falloir se concentrer dessus puisqu'elles sont plus importantes, puisqu'elles nous montrent des choses beaucoup plus cachées. Il y a des travaux beaucoup plus profonds à faire avec les majeurs qu'avec les mineurs, mais les mineurs sont aussi là pour nous montrer comment on va ancrer ces choses dans la réalité, et à mon sens, c'est dommage de se passer des mineurs, et surtout quand vous débutez, c'est ridicule. Je veux dire que pendant votre expérience avec le tarot, vous décidiez d'utiliser que les majeurs pour certaines choses dont je vous parlerai plus tard, ça peut être tout à fait judicieux. En revanche, quand vous êtes dans un apprentissage du tarot, ne mettez pas de côté les mineurs sont importantes. Voilà, donc bien se poser ces questions-là. Est-ce que je connecte vraiment avec le jeu que je veux? Est-ce que voilà, je ne l'achète pas juste pour le collectionner parce qu'il est esthétique et puis le faire prendre la poussière dans un coin de ma maison? Est-ce que je choisis une base Marseille ou une base Rider-Waite? Quel est le plus approprié pour moi? Qu'est-ce que je préfère? Comment je me sens à l'aise? Et puis voilà, quelle imagerie je vais décider d'aller, vers quel artiste, illustrateur je vais aller, qu'est-ce qui va me parler le mieux, vers quel auteur je vais aller, est-ce que je connais l'auteur, est-ce que je connais son parcours, est-ce que je me sens proche de cette personne, de sa pratique. Voilà, tout ça c'est très très important quand vous choisissez un tarot. Renseignez-vous également sur l'auteur, puisque certes vous avez la compréhension initiale du tarot sous sa forme traditionnelle que vous allez apprendre, mais lorsque vous vous procurez un tarot, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ajoute quelque chose et l'illustrateur ajoute quelque chose à la compréhension du tarot. Donc voilà, posez-vous toutes ces questions. Aussi, voilà, est-ce que je le sens doux avec moi, cet outil? Est-ce que je vais le sentir un peu plus virulent, un peu plus cash, un peu plus... Voilà, de quoi j'ai besoin? Voilà, pour que l'outil soit efficient, à mon sens, c'est dommage que ce soit un achat compulsif, parce que c'est souvent là qu'on va avoir des blocages, et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je regrette certains de mes jeux parce qu'ils ont été des achats compulsifs où je ne me suis pas forcément posé toutes ces questions. Voilà, je regrette d'avoir acheté certains de mes jeux pour ça. Donc aujourd'hui, je travaille dessus pour que ça s'améliore, pour que je puisse utiliser ces jeux-là
correctement, mais voilà, à savoir que ça reste possible de connecter avec un jeu avec lequel on ne connecte pas initialement, mais c'est dommage, c'est beaucoup de travail et ce sera jamais aussi plaisant qu'un jeu avec lequel on a vraiment un coup de cœur et un lien énorme. Il y aura toujours une petite barrière, quoi. Donc réfléchissez bien à ça lorsque vous choisissez un jeu. Ensuite, voilà que vous avez votre jeu en main, que vous l'avez acheté. Il va falloir passer par quelques étapes qui, à mon sens, sont nécessaires. Après, vous faites ce que vous voulez en fonction de vos croyances, etc. Mais moi, il me semble important de passer par ces étapes-là, donc je vous les partage. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais la première chose à faire, ça va être de purifier le jeu. Et quand je parle de purifier le jeu, ça va être l'intégralité du jeu. C'est-à-dire que quand vous purifiez le jeu, vous allez purifier la boîte, le livret et les cartes, une par une. Donc, vous pouvez utiliser différents moyens de purification en fonction du taux énergétique de l'objet. Certains seront plus appropriés que d'autres, il y aura un travail de purification plus intense à faire que d'autres. Donc si le travail de purification est assez léger, vous allez pouvoir utiliser des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche que vous poserez sur le jeu ou sous le jeu si vous avez des géodes par exemple. Donc là ça va être pour un travail assez léger de purification puisque vous n'allez pas passer les cartes une par une. En revanche moi ce que je préconise c'est quand même la fumigation ou l'encens ou les bougies de couleur associées à la purification, bien que la bougie, bon c'est un petit peu compliqué lorsqu'on est sur des cartes, mais ça se fait aussi si vous êtes plus à l'aise avec ça. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité de purifier par les pierres ou par un cercle de sel. À vous de voir, mais moi il me semble plus intéressant de passer par la fumigation, l'encens ou les bougies, puisque vous allez pouvoir vraiment travailler carte par carte dans la purification. Et du coup vous allez à ce moment là pouvoir utiliser de l'acacia, du laurier, de la sauge, du basilic, du thym ou de la valériane en encens ou en fumigation. Pour vraiment purifier l'ensemble du jeu et moi c'est ma méthode, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est plus efficace notamment sur des jeux que je peux acheter de seconde main où vraiment il y a un travail de purification beaucoup plus intense à faire. Ensuite vous allez pouvoir charger votre jeu, donc de la même manière que on l'a purifié, vous pouvez le charger par les pierres, donc l'améthyste ou le cristal de roche en géode par exemple. Vous pouvez enterrer le jeu pour le charger. Vous pouvez l'exposer au rayon lunaire, puisque on sait que la lune a des énergies de divination. Vous pouvez l'exposer lors de certains sabbats adéquats, ou si vous sentez que votre jeu est plus solaire et que vous voulez aller vraiment dans cette direction là, vous pouvez également le charger au rayon du soleil, c'est tout à fait faisable, ou vous pouvez le charger si vous en avez la capacité énergétiquement, c'est-à-dire par visualisation. C'est tout à fait possible aussi. Ensuite, en fonction de vos croyances et de votre utilisation du tarot, vous allez pouvoir le consacrer. Alors moi je sais que j'ai certains jeux qui sont consacrés à certaines de mes divinités, certains de mes guides plutôt, parce que tous mes guides ne sont pas des divinités. Donc voilà, vous allez pouvoir consacrer le jeu en fonction de vos croyances à ce que vous voulez. Voire même à vous-même, consacrer à vous-même, c'est tout à fait possible et c'est intéressant lorsque vous vous procurez un jeu de passer par là si vous avez une pratique qui suit derrière. Ensuite, lorsque vous avez fait cette étape de purification et de chargement voire consécration, vous allez pouvoir dormir. Moi ce que je fais c'est que je dors avec pendant au moins une semaine.
avant de faire quoi que ce soit avec l'objet. Puisque eh bien déjà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je travaille beaucoup par les rêves. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir créer un lien physique et psychique avec le tarot pendant votre sommeil. Et vous allez même pouvoir avoir des rêves en lien avec l'outil. Donc ça peut être assez intéressant de faire ça. En tout cas, c'est ce que je conseille. Et puis une fois que ça va être fait, je conseille de passer par un tirage de rencontre. La première utilisation que vous allez faire de votre outil, ça va être un tirage de rencontre. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ça permet vraiment de connecter immédiatement avec le jeu, de passer par ce fameux tirage de rencontre. Alors j'imagine que vous pouvez trouver des tirages type de rencontre sur internet. Moi pendant longtemps j'ai fonctionné en tirage à 3 cartes, 3 questions que je posais systématiquement à mes jeux, et puis je me suis procuré l'oracle de la déesse sombre dans lequel l'autrice Iria Dell avait proposé le tirage speed dating qu'elle appelait, qui était un tirage en je sais plus combien de cartes, 7 ou 8 je crois. Ouais, un tirage en 7 ou 8 cartes, du coup à partir de ce tirage là que j'avais trouvé hyper intéressant, je me suis créé mon tirage de rencontre que je fais maintenant systématiquement et que j'adore. Donc je me suis fait un tirage de rencontre basé un petit peu sur le speed dating de l'oracle de la déesse sombre, que j'ai un peu modifié à ma sauce et que j'ai transvasé en 10 cartes, puisqu'il y avait des questions que j'avais l'habitude de poser et que je voulais absolument continuer de poser lors des tirages de rencontres, et puis certaines autres questions qui m'intéressaient moins que j'ai un petit peu modifié, mais voilà. Et ça c'est quelque chose que je fais systématiquement, et vous verrez que c'est beaucoup plus clair le lien que vous pouvez avoir avec votre tarot, et l'utilité que vous allez en faire aussi, et qui va bien vouloir faire avec vous aussi. Donc vous pouvez passer par ce tirage de rencontre, et si vous débutez, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous de passer par ce tirage là, donc vous pouvez le faire, mais peut-être plus simplement, voilà, en une ou 3 cartes, histoire de vous familiariser avec ça, mais vu que vous ne connaissez pas encore le tarot, ça va être compliqué pour vous. Par contre, ce que je conseille, qui est une technique vraiment très intéressante, surtout lorsque vous débutez, alors ça va être un travail très très long, je vous le dis tout de suite, mais qui va être très probant. Vous allez prendre un carnet que vous allez consacrer qu'à cette activité. Vous allez prendre votre jeu. Alors vous vous mettez dans un contexte relaxant, où vous n'allez pas penser à autre chose, voilà, où il ne va pas y avoir d'interférence, vous coupez le téléphone, voilà, vous vous isolez pour faire ce travail, parce qu'il va falloir y être à 100%. Donc vous ouvrez un carnet, vous mettez votre tarot à côté, et vous allez analyser carte par carte. Donc vous allez prendre la première carte, et puis dans votre carnet, vous allez faire une page où vous allez dire tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez sur la carte. Mais sans vous dire oui c'est juste, oui c'est faux, est-ce que c'est ça la vraie symbolique de la carte, machin, on s'en fout. Vous allez faire ce travail-là en ignorant en fait tout le reste. Et donc vous allez rédiger cette page, vous allez laisser une page blanche en face, et puis vous allez tourner la page, et vous allez passer à la carte suivante, etc. jusqu'à faire les 78 cartes. Donc si vous ne vous sentez pas de faire les 78 cartes d'un coup, faites une session sur les arcanes majeurs, une session sur les coupes, une session sur les deniers, une session sur les épées, une session sur les bâtons, et voilà, découpez peut-être comme ceci pour... parce que là sinon, je vous préviens tout de suite, c'est très long comme travail. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre petit livret qui va
avec votre Rider-Waite-Smith original ou le tarot avec lequel vous êtes en train de travailler. S'il n'y a pas de livret et si vous n'êtes pas à l'aise avec le livret, parce que parfois les livrets on n'est pas à l'aise avec, je vous conseillerais des ouvrages avec lesquels travailler en fin de vidéo que vous pourrez utiliser pour ça. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer ce que vous avez écrit avec ce qui est noté dans le livret ou dans l'ouvrage de référence qui vous accompagne dans votre apprentissage. Vous allez comparer et vous allez ajouter sur la page blanche tout ce que vous n'avez pas dit et ce que l'ouvrage dit. Vous allez pouvoir surligner sur votre page à vous ce qui correspond et dont votre intuition en fait a visé juste. Vous allez le surligner sur la page que vous avez fait tout seul. Et sur la page blanche, comme je le dis, ajouter ce qui n'a pas été dit. Et ce que vous trouvez pertinent aussi. Parce que parfois il y a des choses qu'on ne trouve pas pertinentes et ça peut nous bloquer. Voilà. Dans un premier temps, on va faire ça. Et si vous voyez que ce que vous avez interprété de la carte n'a strictement rien à voir avec ce qui est noté dans le livret ou l'ouvrage de référence, je vous rassure tout de suite, ça va être assez rare. Normalement, généralement, les intuitions sont assez proches de l'idée originale. Vous allez conserver ce que vous avez écrit. Vous allez noter quand même en à côté la vraie signification entre guillemets de la carte. Mais conservez ce que vous avez écrit et penchez-vous vraiment sur la question. Et regardez si vous êtes d'accord finalement avec ce que le livret dit, ou si vraiment pour vous, vous ne voyez pas du tout le rapport. Parce que là, ça va être intéressant de bosser sur ces cartes-là. Parce que ça veut dire que vous avez vu quelque chose dans ces cartes que vous n'étiez pas censé voir au final, et que ces cartes en fait ont quelque chose à vous dire de particulier, et où là, ça va au-delà peut-être du tarot psychologique et qu'on est peut-être sur un message un peu plus spirituel, et ça peut être intéressant de se pencher sur ces questions. Donc voilà, ça va être un travail vraiment très très intéressant, certes très très long et épuisant à faire, mais vous verrez si vous faites ça, vous allez déjà beaucoup avancer dans votre apprentissage du tarot, et en plus de ça, vous allez avoir une certaine connexion avec votre jeu. Et je vous conseille vraiment de faire cette activité, surtout si vous débutez, même si vous débutez pas d'ailleurs, lorsque vous vous procurez un nouveau jeu, ça peut être hyper intéressant de le faire aussi, surtout quand vous êtes bloqué, parce que parfois on est bloqué avec certains jeux, parce qu'on l'a mal choisi, on connecte mal, et c'est ce genre d'astuce qui va permettre de reconnecter finalement avec le jeu, malgré le fait que ce soit pas le coup de cœur au premier abord. Donc voilà pour ça, vous allez pouvoir ensuite regarder un peu les cartes qui vous plaisent vraiment, qui vous attirent vraiment, les sortir du jeu, travailler avec, voir pourquoi en fait vous vous en sentez aussi proche. Mais vous allez pouvoir faire ça aussi et surtout avec celles où vraiment ça bloque, où vraiment vous savez pas pourquoi, mais la carte vous dérange. Et bien vous allez sortir ces cartes-là et vous allez bosser avec, mais vraiment bosser avec, c'est-à-dire vous trimballer avec ces cartes-là tous les jours, les regarder tous les jours, les étudier tous les jours, dormir avec, les regarder avant de s'endormir. Alors ça peut être hyper intéressant justement de bien méditer sur ces cartes-là avant de s'endormir, puisque vous aurez peut-être des réponses à vos questions vis-à-vis de ces cartes par les rêves. Surtout si comme moi vous travaillez pas mal votre spiritualité, etc. Par les rêves, ça peut être intéressant. Et quatrième petit conseil, que vous débutiez ou non, ayez des carnets. Alors moi je vais vous montrer en vidéo les carnets que j'ai, donc j'en ai plusieurs finalement de carnets que j'utilise. Alors celui que j'utilise le plus c'est le carnet orange, le carnet
des Weasley, du magasin Weasley dans Harry Potter. Donc là c'est vraiment le carnet dans lequel je consigne mes tirages les plus importants. Donc je consigne les tirages de Sabbat, d'Esba, les tirages que je fais en cycle lunaire, sur tout un cycle, les tirages de challenge, les tirages que je peux faire comme ça, hors tous ces événements et qui vraiment me semblent hyper important de consigner. Et donc je ne fais pas que consigner le tirage, je l'analyse. Assez profondément et parfois j'y reviens. Puisque parfois on fait des tirages et puis on oublie complètement les conseils qu'on a eus, les guidances qu'on a eues. Et on retire perpétuellement les mêmes conseils. Et on tourne en rond. Donc avoir un carnet, ça évite de rester bloqué. Parce que parfois les tarots sont têtus. Quand ils ont quelque chose à vous dire, vous allez pouvoir poser n'importe quelle question. Ils vont toujours vous répondre la même chose. Parce que tant que ça c'est pas réglé, ils vous répondront pas à quoi que ce soit d'autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je conseille vraiment d'avoir un carnet. Comme ça vous pouvez revenir à vos tirages et vous pouvez vraiment travailler sur ce qu'il en est sorti. Parce que ça sert à rien de tirer les cartes pour tirer les cartes si derrière vous faites aucun effort en fait. Déjà ça sert à rien, je vois pas l'intérêt finalement d'utiliser l'outil si c'est pour pas travailler derrière sur ce qu'il vous raconte. Enfin si c'est juste pour faire des stories Instagram, je veux dire il n'y a pas d'intérêt. Donc je me suis perdue, je râle et puis je me perds. Donc ouais, je vous conseille vraiment d'ouvrir un carnet pour ça et de revenir régulièrement au tirage que vous avez fait pour en tirer tous les enseignements et les conseils qu'il y a eu. Et comme ça vous évite de tourner en rond parce que parfois les tarots sont un petit peu obsédés. Donc j'ai ce carnet là, c'est vraiment celui que je conseille à tout le monde. Ensuite j'ai un autre carnet Harry Potter dans les tons marron. Vous verrez à l'écran, je sais pas du tout à quel moment de la vidéo je vous montrerai ça, passons. Mais je vous le dis maintenant. Alors celui-ci c'est mon carnet de rêves, donc c'est mon carnet dans lequel je note tous mes rêves. Et je note également mes tirages qui sont en lien avec mes rêves. Donc c'est généralement des tirages qui me permettent d'analyser mes rêves parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ou de poser des questions un petit peu plus spécifiques à mes guides via le tarot pour m'aiguiller sur certains aspects du rêve. Enfin voilà, donc il y a aussi celui-là. Ensuite, il y a un carnet très stéréotypé avec le pentagramme et marqué spell dessus. Alors tous mes carnets sont des merveilleux cadeaux de mon merveilleux cousin. Voilà, et c'est mon fournisseur officiel de carnets. Mais bref, et bien dans celui-là, c'est celui-ci qui me sert justement à faire le genre de tirage très complet là, dont je vous parlais. C'est dans celui-ci que je consigne ces tirages-là d'analyse carte par carte. Et ensuite, le dernier carnet que j'utilise dans mes tirages, c'est l'agenda de Lisbeth, puisque parfois je me fais un tirage par jour. Conseil du jour, alors soit en une carte, soit en 3 cartes, ça dépend. Et du coup, je consigne ces tirages-là dans l'agenda, dans l'espace dédié au jour de la semaine en fait. Donc voilà pour les carnets, et voilà pour les petits conseils lorsque vous amenez votre jeu à la maison. Ensuite, je vous ai déjà un petit peu parlé de tout ça, mais on va le recondenser. Quelle utilisation peut-on faire du tarot ? Eh bien, bien sûr, il va y avoir ces tirages dits de guidance. Vous allez pouvoir aussi, si vous en avez les capacités, faire de la divination avec le tarot. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas parce que j'ai dit au début de vidéo que c'était quelque chose qui était très fantasmé que c'est complètement à côté. Non, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir utiliser vos tarots comme vos cartes, en tout cas comme support de divination. Je vous dis n'importe quoi, de méditation, comme support de méditation.
puisque en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir travailler sur certaines choses qui sont présentes dans le tarot et travailler sur certaines idées de certaines cartes en méditation. Vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, travailler l'interprétation de vos rêves. Vous allez pouvoir aussi, si vous pratiquez la sorcellerie, utiliser les cartes dans vos sorts et vos rituels pour renforcer ces derniers. C'est également une utilisation que je fais du tarot. Vous allez bien sûr pouvoir tenir un journal, vous allez pouvoir communiquer avec des guides ou des entités en fonction de vos croyances et de vos pratiques. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi travailler avec les arcanes, avec certains tirages dits archétypales. Alors là, je pense tout de suite à la formation que Carlotta Alevosia propose donc sur son site. Vous pouvez y accéder via sa page Instagram. C'est une formation archétypale à laquelle je ne participe pas encore. J'aimerais vraiment pouvoir me la payer. Donc je vais voir. Je vais voir, mais j'aimerais vraiment participer à cette formation archétypale et je vous invite, si cela vous intéresse, à y participer également. Donc vous allez pouvoir travailler autour de ce genre de choses. Je pense également au référentiel de naissance. Et ça, je vous le présenterai brièvement à la fin de la vidéo quand je vous présenterai les livres. N'oubliez pas que ça reste un outil spirituel, qu'il est donc important d'en prendre soin et de respecter cet outil. Sinon vous ne pourrez pas l'utiliser, clairement. Hein. Ça va vite vous exploser à la tête. Donc pour ça, pour en prendre soin et le respecter, il faut le chouchouter. Alors ce n'est pas un problème de le laisser dans sa boîte. Moi je vous conseille, si jamais vous avez les sachets en tissu synthétique, j'en parlais dans ma vidéo sur le tag de Mystics Moon des oracles, des tarots et oracles. Moi j'ai horreur de ces sachets en matière synthétique. Je trouve que ça bloque énergétiquement mes jeux. Alors c'est un ressenti personnel puisque je travaille beaucoup avec les ressentis énergétiques. Moi je trouve que ça bloque vraiment. Donc vous pouvez éventuellement leur tisser des petits sachets. Vous pouvez les enrouler dans du tissu. Enfin voilà, en prendre soin, les chouchouter. Leur laisser des espaces propres à eux. Et aussi vous créer un espace de tirage. Où vraiment vous allez dédier un espace de votre appartement, de votre maison, de là où vous vivez, quoi, où vous ne ferez vos tirages qu'ici. Alors bon, bien sûr, je sais que c'est compliqué parfois quand on vit dans de petits espaces. Moi, la première, je vis dans 20 mètres carrés, donc tout n'est pas non plus faisable. Mais c'est vrai que je tire mes cartes uniquement sur ma table, donc là où je vous tourne les vidéos, et pas ailleurs. Donc voilà pour ça, chouchoutez vos jeux, prenez-en soin, purifiez-les régulièrement, surtout si vous tirez les cartes à d'autres personnes. Voilà pour ces petits conseils. Et ensuite, pour finir avec ça, avant de passer à la présentation de quelques ouvrages, on va parler de ce qui nous intéresse au final, du tirage. Alors des tirages, il y en a des milliers de possibles. Donc là, je ne vous développe pas spécialement les tirages, je vous en parle rapidement et je vous invite, voilà, pour vous permettre d'aller voir de vous-même quels sont ces genres de tirages. Donc à savoir que ce que je pense que lorsque vous allez tirer les cartes, vous allez avoir ce moment où vous allez battre les cartes avant. Alors là, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Battre les cartes, c'est comme vous êtes à l'aise. Moi, je sais que je ne bats pas je ne bats pas toutes mes cartes de la même manière parce qu'il y a aussi une question de praticité.
Il y a certaines cartes que je ne peux pas battre d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles sont trop grandes, parce qu'elles sont pas assez souples, parce que ceci ou parce que cela. Donc ça dépend de mes jeux. Mais en tout cas, lorsque vous êtes en train de battre les cartes, c'est un moment où vous allez vraiment réfléchir à la question que vous avez besoin de poser. Réfléchir à ce que, pourquoi vous êtes en train de tirer les cartes. Histoire de fixer le jeu en fait, de fixer le jeu sur cet objectif. Vous pouvez également, avant de faire ça, vous mettre un petit espace, vous créez un petit espace en vous allumant des bougies, de l'encens en lien avec la méditation, la divination, le tirage de cartes, en utilisant des correspondances colorées par exemple avec les bougies, en utilisant des correspondances d'encens. Et vous pouvez également, c'est ce que j'aime beaucoup faire, utiliser des cristaux dans le tirage de cartes pour me permettre de me concentrer, de m'ancrer et de développer mes capacités divinatoires lorsque j'utilise le tarot dans cette optique, ou en tout cas spirituelle lorsque je travaille avec mes guides, et des pierres de communication, des choses comme ça. Je peux également utiliser des runes dans cet objectif-là. Pour se mettre dans cette ambiance, donc si ça peut vous aider, je vous le conseille aussi. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous battez vos cartes en vous mettant dans une espèce d'état un peu méditatif autour de ça, et puis vous allez ensuite tirer les cartes. Alors pareil, le tirage de cartes, il y a plein de manières de le faire. Certains coupent le jeu. Moi je ne fonctionne pas comme ça parce que je tire les cartes énergétiquement, c'est-à-dire que je ressens quelle carte je dois tirer énergétiquement. Donc je suis obligée d'étaler mes cartes en éventail et de passer ma main droite au-dessus, seulement ma main droite. Je passe ma main droite au-dessus et je ressens énergétiquement quelle carte je dois tirer. Et pour la petite histoire, j'ai une espèce de tendinite à la main puisque je suis étudiante en art, que je serai bientôt artiste-auteur d'ailleurs. Voilà, je me suis fait une tendinite depuis des années, j'ai ça, et en fait, quand je tire les cartes, ça me picote dans la tendinite. Voilà, c'est le petit truc rigolo sur moi, même si on s'en fout, mais voilà. Donc bref, voilà moi pour ma méthode de tirage, je sais qu'il en existe beaucoup, à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux, celle qui est le plus parlante pour vous. Moi je sais que je serais incapable de tirer les cartes autrement que comme ça, parce que pour moi si je tire autrement, les réponses sont complètement biaisées à mon sens, donc voilà. À vous de trouver votre manière de battre les cartes et de les tirer. Du coup, donc on parlait de tirage, et alors les tirages, voilà, il y en a vraiment plusieurs sortes. Donc vous pouvez tirer une carte. Alors ça peut être tirer une carte, généralement on fait ça pour des tirages du jour, quoi. La carte du jour. Alors ça peut être un conseil pour la journée que vous demandez. Ça peut être voilà, une sorte de guidance pour la journée que vous allez affronter. Ou si vous avez une question particulière sur la journée qui va se dérouler, vous pouvez faire des tirages en une carte. Notamment lorsque vous débutez, c'est très intéressant de faire des tirages une carte, parce que vous n'avez qu'une carte sur laquelle vous concentrez jour par jour, et ça vous permet de faire un petit peu le tour du jeu s'il n'a pas vraiment quelque chose de trop important à vous dire et qu'il ne vous ressort pas toujours la même chose. Ça vous permet d'un petit peu faire le tour du jeu et de l'appréhender comme ça. Mais vous pouvez également faire ça sur 78 jours et vous dire, chaque jour je vais sortir une carte du jeu et je vais y réfléchir. Ça peut être intéressant aussi de faire ça lorsque vous débutez. Ensuite on a le tirage en 3 cartes, donc là ça dépend aussi des pratiquants. Certains utilisent le tirage en 3 cartes pour faire le passé, présent, futur. Moi ça m'arrive de fonctionner comme ça, mais je tire souvent en 3 cartes
et je vais vraiment analyser les 3 cartes, ce qu'elles ont à me dire. Alors parfois il s'avère que ça peut représenter passé, présent, futur sans que je l'ai décidé. Parfois ça va représenter une personne, et puis pourquoi cette personne, et puis la réponse à ma question. Enfin voilà, il y a différentes façons de voir les choses. À vous après d'appréhender tout ça. Parfois c'est la carte du milieu qui a une importance parce qu'elle relie les deux autres. À vous d'expérimenter et de voir comment vous êtes à l'aise avec ce genre de tirage, et si c'est ce genre de tirage qui vous plaît. Vous pouvez aussi faire des tirages sur tout un cycle lunaire, donc en travaillant avec les lunes croissantes, décroissantes, la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Ça peut être sympa de faire des tirages comme ça et de les analyser ensuite. Je le fais assez régulièrement, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez également faire des tirages de sabbat ou d'esba. Il existe également le tirage de la croix celtique qui est assez facile à faire, même s'il paraît impressionnant comme ça puisqu'il y a plusieurs cartes, mais il est à la portée de tout le monde. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est que, alors pour une fois que je vais conseiller les réseaux, vraiment retenez ce moment. Ce que je vous conseille de faire, c'est que depuis quelque temps fleurissent sur Instagram notamment, parce que je n'ai pas d'autres réseaux, les challenges de tirage de cartes. Et certains d'entre eux sont vraiment pertinents et vraiment très intéressants. Alors je pense surtout à notre chère papote et lunaison, que je vous invite vraiment à suivre si vous vous intéressez à la tarologie. Et notre papote nous propose des challenges autour de Poudlard et d'Harry Potter, et ces challenges sont hyper pertinents, hyper intéressants, et franchement je vous encourage à y participer. Le prochain est en juin. Le thème sera la bibliothèque, puisqu'elle fait des thèmes. Le dernier c'était l'arboristerie. Et franchement, foncez si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par l'univers d'Harry Potter aussi, parce que c'est vrai que voilà, ça aide aussi beaucoup à s'intéresser au challenge, mais en tout cas c'est hyper pertinent. Donc je vous invite à faire ça. Après je sais qu'il en existe beaucoup d'autres qui se lancent, notamment autour de la pop culture. Donc je crois qu'il y en a un en ce moment autour d'Alice au Pays des Merveilles, mais je ne saurais vous dire quel compte le propose. Il me semble que j'en avais vu passer un sur Lovecraft. Voilà, donc je vous invite à zioter de ce côté-là parce que c'est très intéressant pour votre apprentissage, vraiment. Et même pour ceux qui ne sont pas du tout en apprentissage, je vous garantis que quand ces challenges sont vraiment bien pensés, comme ceux de Papote, c'est fou de pertinence. Donc go vers ça. Je sais également que Mystics Moons avait lancé un challenge sur l'étude des ombres. Alors là, je ne conseille pas ce challenge aux débutants, ou en tout cas aux débutants en tout ce qui est sorcellerie et évolution spirituelle ou personnelle. Je ne vous conseille pas parce que l'étude des ombres, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, que tout le monde est prêt à faire. Donc si vous avez déjà un peu de bagage de ce côté-là et que vous débutez le tarot ou pas, là oui, foncez. En revanche, si vraiment ce dont je suis en train de vous parler, vous n'en avez jamais entendu parler ou vous n'avez encore jamais bossé dessus, je ne vous n'y encourage pas du tout. Que ce soit clair, l'étude des ombres, c'est grandement à la mode en ce moment. Mais ce n'est pas à prendre à la légère. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas prêt à comprendre et à entendre ce
ce qui va s'y passer. Ça peut être très déstabilisant pour vous, donc je ne vous le conseille pas du tout. Par contre, pour les autres qui sont déjà familiarisés avec ça, et voilà, en vrai, go sur le challenge de Mystic Spoons. Ça, et ensuite, eh bien, je reconseille à nouveau. Alors, je n'ai encore jamais suivi de formation tarologique auprès de Carlotta, mais je suis persuadée de son efficacité et de sa pertinence, puisque Carlotta est tarologue et cartomancienne. Et si vous avez les moyens de vous payer la formation, qui d'ailleurs en soi n'est franchement pas très cher pour le contenu qu'elle y propose, et bien allez-y. Il y a en ce moment la formation archétypale, mais elle a aussi fait une formation justement pour se familiariser avec le tarot. Alors c'est sous forme de tarot de Marseille, puisque Carlotta travaille avec le tarot de Marseille, mais elle a dit à plusieurs reprises que c'était tout à fait adaptable lorsque vous travaillez avec un Rider-Waite. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage aussi à aller de ce côté-là. Et puis voilà, je vais vous laisser en voix off pour repasser en vidéo et voix et vous présenter les quelques ouvrages dont je vous ai parlé. Et nous voilà donc dans la dernière partie de cette vidéo. Donc je vais vous présenter quelques ouvrages à propos du tarot qui peuvent vous être utiles, sachant que c'est déjà des livres dont j'ai parlé pour la plupart dans notre vidéo. Donc tout d'abord, puisque je l'ai cité dans la vidéo, je vous conseille La Voix du tarot d'Alexandre Jodorowsky, qui est un ouvrage très complet, assez complexe. Peut-être que ça ne pourrait pas être le tout premier. À vous de voir si vous sentez de vous attaquer à une lecture un petit peu abstraite parfois. Mais ça reste un ouvrage de référence qu'il est très intéressant pour vous d'avoir. Ensuite, je vous propose également cet ouvrage-là dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui est Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger aux éditions Trajectoire. Alors à savoir que ce n'est pas exclusivement sur le Rider-Waite, dans le sens où l'ouvrage est très intéressant, puisque il compare assez fréquemment l'imagerie du Marseille avec celui du Rider-Waite, y compris dans l'explication, ce qui peut vous être très utile pour appréhender les deux jeux et voir un petit peu l'évolution qui s'est faite sur les bases du Marseille vis-à-vis du Rider-Waite. Donc c'est une lecture que je vous conseille vivement, d'autant qu'elle est relativement facile d'accès, facile à lire. Les explications sont assez claires. Ça vous demande un minimum de réflexion tout de même sur ce que raconte l'auteur, mais ça reste très facile d'accès pour vous, donc je vous conseille vivement. Ensuite, un autre ouvrage que je vous conseille, y compris pour l'apprentissage du tarot, c'est Le Grand Livre des Correspondances de Sandra Kynes. Pourquoi ? Puisque sur la fin du livre, à partir du chapitre 7, donc d'hiver, le mien tombe un peu en lambeaux, vous allez avoir, alors déjà une chose intéressante, les correspondances des éléments. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les mineurs du tarot sont liés aux éléments, et dans votre apprentissage et dans votre compréhension du tarot, vous allez devoir passer par cette étape également. Et donc on a les éléments, effectivement, on a les directions qui vous sont pas forcément utiles dans l'apprentissage du tarot, mais vous avez ensuite les couleurs, ce qui là peut vous être très utile pour le coup, puisque dans le tarot également vous pouvez avoir des correspondances colorées qui peuvent vous guider dans la lecture des cartes. Et alors il me semble
Les énergies du monde, les chakras. Les nombres, pareil, dans la lecture du tarot, la numérologie a une forte importance. Donc les correspondances des nombres peuvent également vous aider. Et vous voyez, tout est dans le même chapitre, ce qui est fort pratique pour les va-et-vient. Et on en vient ensuite au tarot avec les arcanes majeurs ici. Et puis les arcanes mineurs là, à savoir qu'elle vous note par exemple là pour les bâtons, bâton, flèche, baguette, puisque en fonction des jeux et des auteurs, vous verrez, d'ailleurs vous le verrez dans la vidéo, qu'on n'est pas forcément sur les termes initiales qui sont bâton, coupe, épée, pentacle ou baguette, calice, couteau, denier. Ben voilà, tous les auteurs s'adaptent. Donc voilà pour ça, je vous conseille fortement de vous procurer le grand livre des correspondances qui pourra vous aider dans un apprentissage actif et une lecture active du tarot. Voilà pour ça. Ensuite, avant de passer aux deux derniers ouvrages que je peux vous conseiller, pour les débutants, je n'en ai pas parlé avant dans la vidéo, mais il existe, alors je ne saurais vous dire le nom, je vous laisserai chercher de votre côté, mais je sais qu'il existe des tarots sur lesquels en fait vous avez à la fois l'imagerie et à la fois l'explication de la carte sur le même versant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livret en à côté, mais vous avez bel et bien l'explication de la carte à même la carte. Et je trouve ça hyper intéressant, j'ai découvert ça il y a peu, alors je n'en possède pas, je ne peux pas vous le montrer. En revanche, vous savez que ça peut être pour vous quelque chose d'assez intéressant. Donc je vous le propose ici. Ensuite, j'ai trouvé récemment cet ouvrage. Alors je ne le conseille ou le déconseille pas, puisque je ne l'ai pas attaqué pour le moment, mais ça s'appelle le tarot exercice et corrigé. 3 niveaux d'entraînement, plus de 80 exercices et leur corriger. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme principe, et je crois qu'il n'est pas le seul dans le genre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous diriger vers ce genre d'ouvrage aussi qui peut vous aider en fait effectivement à apprendre le tarot, et visiblement c'est assez intéressant comme contenu. Donc voilà, vous savez qu'il existe ce genre d'ouvrage, mais il existe aussi, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, des formations des personnes qui proposent des formations à distance ou non d'ailleurs. Il y a aussi des formations en présentiel, comme Carlotta en propose, Papote et Lunaison propose aussi des formations au tarot. Du coup, je vous invite, si vous souhaitez en apprendre plus et être davantage accompagné, à vous diriger vers ce genre de choses ou vers des formations auprès de personnes qualifiées. Et ensuite, le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, alors ça c'est peut-être quand vous êtes un petit peu plus à l'aise avec le tarot, ou pas d'ailleurs, peut-être que si, même au début, ça peut être intéressant pour vous. Je ne sais pas. Donc ça s'appelle Guide pratique du référentiel de naissance de Georges Colloy. Alors à savoir que ce n'est pas l'ouvrage complet. L'ouvrage complet est beaucoup plus épais, il a quelque chose comme 400 et quelques pages. Il me semble qu'il le cite. Voilà, ce livre est l'abrégé d'une méthode considérable créée dans les années 1985 par Georges Colloy. Il a été écrit dans le but de faire découvrir le référentiel au plus grand nombre. Ceux qui y trouveront un intérêt gagneront à approfondir leurs connaissances et leurs pratiques par la lecture du référentiel de naissance Tarot, l'île au trésor de 480 pages, paru aux éditions donc. Et alors je me suis procuré d'occasion, et effectivement il y avait l'autre ouvrage qui m'intéressait au final davantage, puisque la pratique je la connais plus ou moins déjà, mais effectivement il y avait 2-3 choses à l'intérieur que je n'avais pas appliqué à mon référentiel de naissance, donc ça va être intéressant tout de même pour moi, mais j'aurais préféré me procurer l'autre, sauf que je n'avais pas les sous.
Et bien qu'il était également en réduction, ça faisait quand même encore cher. Donc voilà. Mais sachez qu'il existe ça, et alors visiblement il existe d'autres petits ouvrages comme celui-ci, plus spécifiques. Par exemple là je vois qu'il y a un référentiel de naissance appliqué au couple, au partenariat, à la généalogie, et après c'est autre chose. Mais voilà. Donc vous pouvez vous diriger aussi vers ce genre de choses si ça vous intéresse, pour appréhender un peu les cartes sous un autre angle. Ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous en parle ici. Et voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Je sais qu'elle va être très longue, mais voilà, il y a des sujets comme ça sur lesquels on peut pas passer en 10 minutes. Enfin c'est comme sur tous les sujets que je traite sur ma chaîne. Je ne me vois pas en parler pendant 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, mes vidéos sont longues, mais c'est pour essayer d'être au plus complet pour vous. Et vous aider vraiment, vous accompagner vraiment dans la réflexion et dans la recherche, pour vous donner voilà, des pistes claires. Et j'espère que c'est ce qui se sera passé durant cette vidéo. Et je vous dis à très vite, et prenez bien soin de vous.